Vu que cette saison 5 ne compte qu'un épisode de plus après celui qui vient de sortir ce mercredi 13 mai, que quelqu'un vienne éclairer ma lanterne, car je ne comprends pas comment ils peuvent clore The Boys en un épisode de façon satisfaisante avec la situation dans laquelle on se retrouve à la fin de cet épisode 7. Pourtant Amazon Prime a bien confirmé que la saison 5 est la saison finale. Les articles de Dexerto et Melty précisent que l'épisode 8 du 20 mai 2026 est non seulement le final de la saison, mais aussi de la série entière. Mais bon, la série suit tellement peu fidèlement le comics qu'il a inspiré que l'on peut se retrouver avec Homelander qui survit au final de la saison 5. D'ailleurs, Eric Kripke, réalisateur, producteur et scénariste de la série, Encore. Ça fait beaucoup là, non? a répété plusieurs fois « The Boys n'est pas une série où tout le monde obtient ce qu'il mérite ». Surprise, motherfucker! Donc une fin où Homelander survit, s'enfuit, garde une partie de son pouvoir, ou reste une menace latente, est parfaitement envisageable. D'autant que l'immense majorité du public continue de regarder pour Butcher, le protecteur et le petit soldat. Or, pour vous prouver que le fait qu'il ne reste qu'un épisode est problématique, passons à l'analyse de l'épisode. Ophaser nous lâche « Nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial », ouais, comme si les puissants de ce monde avaient besoin du protecteur pour avoir cette idée presque vieille comme le monde. Soit dit en passant, protecteur que la série amalgame clairement à l'homme orange répondant au doux prénom de Trump. Visiblement, Eric Kripke a du mal à comprendre, ou refuse de comprendre, que la majorité des modèles politiques ont le désir intrinsèque de s'imposer à l'ensemble du monde. Ce n'est pas une exception trumpienne. Mais là où la cocasserie est immense, c'est que le nationalisme est le concept politique le plus strictement incompatible avec l'idée de nouvel ordre mondial pensé comme unification du monde sous une seule autorité politique. D'ailleurs, le terme en soi ne veut rien dire de précis, ça signifie simplement recomposer les rapports de force internationaux sous une forme nouvelle. Ce n'est pas censé être une doctrine, mais une description d'un changement d'état du monde. Du côté des doctrines politiques, celle qui est de très loin la plus proche de ce concept, c'est clairement celle du cosmopolitisme. Or, cette dernière a pour but final la disparition des frontières et des nations, sauf qu'elle est tellement nouvelle qu'elle date de l'Antiquité. Elle a influencé et a été mise en pratique dès l'apparition de l'empire d'Alexandre le Grand, lequel obligeait sa population à se mélanger avec les populations dont il avait conquis le territoire. En bref, Kripke persévère dans les salades de mots, tant dans les dialogues que dans les grandes idées avec lesquelles il jongle, en échouant perpétuellement à définir les positionnements du protecteur, mais pas que du protecteur, d'un peu tout le monde. Ensuite on a Ophaser qui nous balance l'argument phare des athées basiques. Oh, mais il est où le grand pépé barbu dans le ciel? Personne l'a vu. Représentation qui, soit dit en passant, n'existe nulle part dans la Bible en tant que telle, et qui ne s'est imprimée dans l'imagination des incultes que grâce aux peintres européens qui se sont dit que, comme déjà il est blasphémé à moitié en peignant Dieu, il ne pouvait pas pousser l'injure jusqu'à le représenter sous la forme d'un gringalet de 12 ans. Toutefois, il faut malheureusement accorder à la scène qu'elle est fidèle à une certaine réalité et qu'elle met quand même bien en lumière la dissonance cognitive de certaines églises chrétiennes d'Amérique, ou plus généralement de conservateurs, qui font de la messe un show télévisé où les grands principes chrétiens relatifs à la décence et la modération sont aux abonnés absents. On a bien entendu pléthore de références, pas subtiles pour un sou, à Trump, menaçant d'envoyer l'armée pour faire respecter la loi, parce que, oui, dans migrants illégaux, voyez-vous, il y a illégaux. Surprise, motherfucker! On avait remarqué, me direz-vous. Eh bien, visiblement certains non, car ils ne tirent pas les conséquences de cet état de fait. Vous êtes illégalement présent sur un territoire, par voie de conséquence, vous y maintenir contre la volonté de son gouvernement, c'est logiquement indéfendable. Point. La scénette de Stella qui fait passer la frontière à des migrants face à l'archer afro-américain, c'est tellement bordélique et contradictoire
au niveau de ce que la scène tente de nous dire, que ça perd tout intérêt sous tous les angles de lecture possibles. Par contre, je suis assez satisfait de voir que le français est plus intelligent que la femme la plus intelligente du monde. Mais remarquez, est-ce véritablement un exploit ou une surprise ? Women. Mais c'est pas moi qui dépeins la femme la plus intelligente du monde comme complètement instable émotionnellement et addict à la télé-réalité. Je lui accorde tout de même un bon point quand Sister Sage dit que l'on peut être très intelligent et très stupide, très irrationnel. C'est tristement vrai. Les exemples qui illustrent ça ne manquent pas du tout. On est tous un peu cons. The Deep, il est toujours autant une victime et un demeuré. Ça en devient quand même usant. À chaque fois on se dit « Ah, il va avoir une sorte de rédemption ». Puis en fait non. Ashley, ça reste la plus grande raclure de la série puisqu'elle fait mourir tout un tas de personnes pour l'avancement de sa carrière. Le tout sans le panache du méchant qui prend des risques. Et pour le président, elle aurait très bien pu mentir sur les pensées qu'elle lisait. Par contre, c'est quand même assez comique de voir que la tumeur cancéreuse d'Ashley a plus de vertu qu'elle. C'est poétique et pathétique. Dans l'épisode, on a aussi un Charles Xavier de chez Wish qui débarque, puis repart aussi vite qu'il est venu. Du côté du recrutement de fidèles zélés, Stella nous sort quand même qu'elle se demande pourquoi le protecteur fait appel à autant de personnes capables de lire dans les pensées ou de comprendre autrui en profondeur. Oui, il semble que Sister Sage soit véritablement la femme la plus intelligente du monde. On a aussi la relation protecteur-soldier boy qui continue d'illustrer avec justesse le fait que peu importe ce que vous faites pour les autres, ce qui compte réellement c'est est-ce que les autres sont assez vertueux et stables mentalement pour être dignes de vos efforts. Est-ce qu'ils vous le rendront par la suite ? Toutefois, du point de vue de la relation entre les deux personnages, ça n'arrange pas le schmilblick des perpétuels revirements inexplicables du petit soldat. Ça aussi, c'est quand même très lassant. Heureusement, on a le protecteur qui est quand même un peu plus cohérent et qui fait ce que l'on attend de lui, être violent. Mais il faut dire que son père ne l'a pas volé. Mais au fond, le protecteur et Butcher sont sûrement les deux seuls personnages véritablement cohérents psychologiquement dans la série. On a le couplet de la crème sur l'origine de son surnom qui marche plutôt bien. Et dans le fond, il a raison, il ne faut pas faire les choses juste pour leurs résultats, mais parce qu'elles sont le seul espoir que des conséquences positives adviennent, ou qu'elles sont belles et bonnes en elles-mêmes, que le simple fait de les faire est satisfaisant. Le plus dur dans la vie, c'est de se soucier des autres, c'est très vrai. Si on précise, se soucier réellement des autres, et pas seulement se contenter de montrer que l'on se soucie des autres. Or, un autre véritable dilemme sur le sujet, c'est la forme que prend ce souci pour autrui dans la réalité, et aussi, est-ce que ça aide réellement les autres ? La scène d'interrogatoire entre Huggy, Butcher et Charles Xavier, version Wish, est plutôt bien écrite. Elle intègre bien le dilemme du coup des objectifs que l'on souhaite atteindre, dans le contexte et la psychologie des personnages présents. Mais on revient au gros problème de la série, avec le Charles Xavier de chez Wish, en réfléchissant au fait que les pouvoirs des super qui sont du côté du protecteur auraient dû avoir pour conséquence que nos héros devaient être morts depuis longtemps. Je suis bien forcé de me répéter sur ce point, ils sont toujours en vie grâce à des facilités scénaristiques et à une intelligence complètement aléatoire de leurs ennemis. D'ailleurs, le camp du protecteur prouve une énième fois sa connerie sidérale en exterminant les personnes qui sont pourtant déjà de leur côté, qui sont leurs partisans, mais qui ne le sont pas de façon assez extrême à leur goût. Ici aussi, Kripke prouve son manque total de cohérence et d'honnêteté intellectuelle, puisque si la droite américaine à laquelle il amalgame clairement le camp du protecteur a bien une qualité, c'est son unité depuis 10-15 ans. Alors que le camp démocrate, lui, passe son temps à chasser tous ceux qui ne sont pas assez woke. Bon ok, l'unité MAGA,
elle s'effrite un peu avec le dossier sur l'Iran, mais on est quand même loin d'un schisme définitif au sein de MAGA. Mais si Kripke veut pas qu'on lui rétorque ça, il fallait pas autant associer le protecteur et Trump. Il fallait être un peu plus subtil, hein. C'était à lui de le faire ça. Un bon point de l'épisode, c'est Guy qui utilise le pouvoir du Charles Xavier version Wish contre lui, en pensant au meurtre brutal de son frère qu'il a lui-même perpétré. Ensuite, comme il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode, je vais vous lancer comme ça en impro, en vrac, des remarques. Bon, la pauvre actrice de Stella, elle est tellement refaite chirurgicalement que la seule expression faciale qu'elle parvient à nous donner, c'est celle d'une statue de cire du musée Grévin. Autre petit point, Kripke s'est soudainement souvenu que dans les comics, le protecteur ne peut pas voir à travers le zinc, surtout parce que là, dans la situation, ça a servi à sauver Kimiko pour pas trop cher, sans avoir à trop se fatiguer à chercher quelque chose d'original. Pour la mort du français, on ne va pas se mentir, il meurt connement parce qu'on sent bien que les scénaristes ils savaient pas comment justifier une action kamikaze de Kimiko dans le dernier épisode. Ils se sont dit, ah oui, on va créer une subversion des attentes du spectateur. On les a montrés là, tout mignons, tout amoureux l'un de l'autre, donc on va faire mourir l'un des deux. Enfin voilà, j'avais pas grand chose de plus à dire sur cet épisode, qui au final n'est pas très profond, n'est pas très bien écrit, et d'une qualité vraiment quelconque. De toute façon, la série, elle est portée par le charisme et le talent d'acteur de Butcher, du protecteur et du petit soldat. Après, du côté plus personnel, j'avoue que voir la chaîne stagner est assez désespérant. Je préférerais encore faire 5 vues par vidéo pour pouvoir me dire ah, allez c'est bon, j'arrête définitivement ces conneries et je veux pas refaire autre chose. Mais comme de temps en temps, une lueur d'espoir caresse mon esprit pessimiste, comme mon cœur glacé, en constatant un pic de performance, alors là le goût de cette maigre éventualité de jour meilleur me réinvestit émotionnellement dans la chaîne, et me voilà donc pris au piège dans quelque chose qui ne donnera probablement rien à l'avenir. Mais enfin, hein, qui s'en fout, je vais pas m'étendre plus longtemps. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.